Bonjour, mon nom est Maya, je suis la diététiste au centre de réadaptation cardiaque et aujourd'hui je vais parler de la nutrition avant une chirurgie cardiaque. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pourquoi la nutrition est-elle importante avant une chirurgie? Ben, en fait, elle peut favoriser la guérison et le rétablissement, donc le retour à la maison plus rapide, réduire le risque de complications, améliorer l'énergie et la force globale, améliorer la gestion de la glycémie, donc des sucres sanguins pendant et après, et réduire le risque d'événements de maladies cardiovasculaires. Donc, la première partie, je vais parler de l'alimentation équilibrée, les protéines et autres nutriments à considérer, l'alcool, les produits naturels. La deuxième partie, je vais parler du diabète, anémie et le poids. Et la troisième partie, je vais parler un peu de la préparation pour le jour de la chirurgie et après, à quoi s'attendre, et finalement un petit résumé à la fin. Donc, c'est quoi une alimentation équilibrée? Alors, ça, c'est le guide canadien. En fait, c'est simplement un assiette qui démontre que le un quart de l'assiette devrait être des protéines, le un quart devrait être des grains entiers et la moitié devrait être des fruits et des légumes. Donc, par exemple, tout ce qui est protéines, c'est protéines animales, végétales. Il y a un peu de protéines dans les grains entiers. Par exemple, c'est beaucoup moins que les protéines en haut. Et tout ce qui est grains entiers, c'est tout ce qui est pain brun, riz sauvage. Et finalement, les fruits et légumes, c'est n'importe quel fruit et légumes. L'important, c'est que ça soit la majorité de votre assiette. Un exemple d'assiette, c'est un quart de poulet, un quart de riz brun et la moitié une salade. Donc, la première partie, c'est pour les protéines. Votre corps utilise les protéines pour réparer et construire les tissus, produire des hormones, par exemple l'insuline, l'hormone qui contrôle le sucre sanguin, c'est une protéine, et maintenir la masse musculaire. Donc, c'est quoi encore les protéines? J'ai mentionné un peu les protéines d'origine animale, les noix, les graines, les œufs, les poissons, les protéines d'origine végétale comme pois chiches, haricots, lentilles et produits laitiers, les produits à base de soya et finalement les produits à grains entiers. Encore une fois, il y a beaucoup moins de protéines là-dedans, mais c'est quand même une source de protéines. Combien de grammes de protéines devrais-je consommer par jour? Donc, la recommandation est environ de 1,5 g par kilogramme par jour. Donc, si vous êtes 80 kg, c'est de faire 80 fois 1,5 et ça vous donne à peu près 120 grammes de protéines par jour. J'ai mis une petite note en bas qu'une consommation élevée de protéines peut être contre-indiquée pour certaines conditions telles que la maladie rénale. Donc, consultez votre diététiste, médecin avant de faire et d'augmenter les protéines parce que 120 grammes de protéines peut être quand même beaucoup de protéines pour quelqu'un. Si on parle des sources alimentaires, il y a les œufs. Par exemple, 2 œufs, c'est à peu près 14 grammes, une boîte de thon, à peu près 30 grammes, une tasse de pois chiches, à peu près 11 grammes, une dose de poudre de protéines, c'est à peu près 20 à 25 grammes. Comment est-ce que je peux augmenter la consommation? Donc, simplement, augmenter la quantité est la manière la plus simple. Par exemple, le déjeuner, souper, dîner, juste augmenter au lieu de manger ça de portion de poulet ou de poisson, augmenter la quantité ou la portion. Ça, c'est la manière la plus simple, mais si vous voulez compter les protéines et être un peu plus spécifique, vérifiez la portion, regardez les étiquettes alimentaires. Vous voulez vérifier la portion et vérifier les protéines. Donc, par exemple, pour une tasse, on a à peu près 7 grammes de protéines. Vous pouvez faire ça pour tous les aliments. Alors, si vous voulez, par exemple, 120 grammes de protéines par jour, ça va vous donner à peu près 25 à 35 grammes de protéines par repas si on mange 3 repas et environ 10 à 15 grammes de protéines par collation si on mange 2 collations. Ça ressemble à quoi? Par exemple, le déjeuner, c'est à peu près 3/4 de tasse de yogourt grès qui nous donne 19 grammes de protéines. Une cuillère à soupe de graines de chanvre, à peu près 3 grammes de protéines. Une demi-tasse de petits fruits, ça nous donne à peu près rien comme protéines. Et un œuf nous donne 7 grammes de protéines. On le calcule, ça nous donne pour le déjeuner à peu près 30 grammes de protéines. Une collation peut être un quart de tasse de fromage cottage, à peu près 10 grammes de protéines. Un de lait, à peu près 2 grammes de protéines. Et un fruit qui ne donne pas beaucoup de protéines non plus. À la fin, vous pouvez voir qu'il n'y a pas seulement un type d'aliments qui sont les riches en protéines. C'est pas seulement le poulet, le poisson, la viande rouge. Vraiment, ça peut être une diversité d'aliments, mais l'important, c'est que vous les combinez ensemble et vous avez plusieurs différentes sources pour assurer que la qualité de protéines est là.
Donc, il faut aussi s'assurer qu'on mange quand même une diète qui est santé pour le cœur. Alors, premièrement, je vais parler des bons gras. Alors, je ne vais pas aller en détail. Il y a quand même une autre vidéo qui parle de la nutrition et santé cardiaque, mais je vais mentionner quand même les bons gras. Donc, on parle de gras insaturés. Ça, c'est tout ce qui est noix et graines. On parle de l'huile. On parle de n'importe quelle huile, sauf l'huile de sauf l'huile de coconut et l'huile de palme. On parle aussi de poisson. Donc, peu importe le type de poisson. Le saumon, bien sûr, contient plus d'oméga 3. L'oméga 3, c'est un gras insaturé qui est essentiel. Donc, on peut seulement le prendre par la nourriture. On ne le produit pas. Et il y a des suppléments pour les oméga 3, mais c'est pas nécessairement recommandé. Il n'y a pas grandes études qui démontrent que les suppléments aident avec la santé cardiaque. Donc, c'est préférable de manger du poisson si ça fait partie de votre diète. Les gras saturés sont le type de gras qu'on veut essayer de limiter le plus possible. Alors, ils sont solides à température pièce. Par exemple, on peut penser du beurre, l'huile de coconut encore, c'est solide, plus que l'huile d'olive. C'est les gras saturés qui font augmenter le taux de LDL, donc le mauvais cholestérol, et on le trouve dans la viande rouge, tout ce qui est animal quatre pattes, comme le bœuf, agneau, porc aussi, c'est inclus, ça fait partie de la viande rouge. On le trouve dans la peau de la volaille, dans le beurre, dans les produits laitiers. Par contre, les produits laitiers, on est plus ouvert. Les gras saturés dans les produits laitiers ne sont pas aussi néfastes que la viande rouge. Les aliments frits, l'huile de palme et noix de coco. Donc, en général, on veut augmenter les gras insaturés, diminuer les gras saturés. Un autre aspect à considérer, c'est les vitamines et les minéraux. Donc, les vitamines et minéraux jouent un rôle important dans leur établissement et favorisent la guérison des plaies. Donc, le zinc, fer, cuivre, calcium, les vitamines A, D, E, C, K sont très importants. L'idée, c'est pas de prendre nécessairement des suppléments. Si vous avez des carences, bien sûr, les suppléments vont aider, mais sinon, c'est de manger une grande variété d'aliments qui inclut des légumineuses, des noix, des graines, des fruits, des légumes aussi. Vous pouvez prendre un multivitamine si l'alimentation est insuffisante ou vous n'avez pas assez de variété. Gardez en tête, les multivitamines donnent une petite quantité de plusieurs vitamines et minéraux, mais ça peut être quand même bien d'en prendre si vous pensez ne pas manger assez quand même. L'alcool. Donc, il est recommandé d'arrêter l'alcool 4 semaines avant la chirurgie. Donc, selon les lignes directrices, la consommation d'alcool est associée à un risque accru de complications respiratoires, de plaies, de saignements, de troubles métaboliques et d'infections. L'abstinence d'alcool pendant un mois est associée à des meilleurs résultats post-opératoires après la chirurgie. Donc, c'est sûr, vous n'avez pas toujours une date. C'est ça le problème avec une chirurgie cardiaque. Des fois, ça peut être des semaines, des mois, un an aussi. Et ils vont vous appeler, ça va être la semaine d'après ou quelques jours après. Donc, on peut attendre un an pour avoir un appel et avoir une chirurgie qui va être dans une semaine. Donc, l'idée, c'est de minimiser le plus tôt possible que vous pouvez. L'alcool, donc cette image montre que chaque verre d'alcool augmente les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires. Et c'est vraiment, les études deviennent de plus en plus grandes sur l'alcool qui démontrent qu'il n'y a pas de bénéfice nécessairement avec de l'alcool, même si c'est du vin rouge. Donc, ici, l'image démontre vraiment que 0 verre par semaine offre de nombreux bénéfices. Et ça, c'est du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances. Donc, vraiment, l'alcool, c'est quelque chose qu'on veut essayer d'éviter avant une chirurgie et aussi après, si on peut. Donc, les produits de santé naturelle, il y a certains suppléments qui peuvent augmenter les risques liés à la chirurgie ou à une intervention parce qu'ils prolongent les effets de l'anesthésie, augmentent le risque de saignement, augmentent la pression artérielle, aussi interfèrent avec des médicaments. Donc, naturel ne veut pas toujours dire sécuritaire. Il peut être recommandé d'arrêter les suppléments de 2 à 3 semaines avant la chirurgie. Et quand je parle de suppléments, ça peut inclure la vitamine E, ça peut inclure aussi des grandes doses d'ail, par exemple. Ça peut affecter le saignement. Alors, assurez-vous d'écrire une liste de produits de santé naturelle pour votre médecin et pour l'équipe et de demander aux pharmaciens aussi. C'est sûr, les pharmaciens vont savoir le plus sur l'interaction avec les médicaments.
Donc, partie 2, je vais parler un peu du diabète, l'anémie plus tard. Alors, juste la gestion de la glycémie avant. Donc, la gestion des sucres sanguins. Environ 10% des personnes opérées du cœur ont un diabète non diagnostiqué. Donc, assurez-vous de parler avec le médecin. Je ne vais pas parler du diabète en détail parce que c'est quand même un sujet large. Mais c'est sûr, bien gérer la glycémie peut réduire l'inflammation, guérir plus rapidement, diminuer les risques d'infection, réduire les complications, renforcer l'immunité et aussi éviter les hypos et les hyper. Donc, le sucre qui descend trop bas dans le sang ou qui monte trop haut dans le sang. Comment est-ce que je peux gérer la glycémie? Ben, premièrement, on va demander au médecin si on a fait le test pour le diabète. Deuxièmement, ça va être avec l'alimentation, surveiller le sucre sanguin, les médicaments et rester actif. Avec la nutrition, il y a plusieurs aspects. C'est pas seulement les glucides, mais quand même ici, je vais parler brièvement des glucides. Donc, vous voulez vous assurer que la quantité de glucides est pas en train d'affecter vos sucres sanguins trop. Et vous voulez vous assurer que vous mangez des glucides complexes. Par exemple, des glucides complexes, c'est tout glucide qui contient des fibres. Par exemple, ici, on peut voir que on recommande, si l'aliment, l'étiquette contient 15% de fibres et plus, c'est une bonne source de fibres. Alors, les fibres en général vont pas faire augmenter le sucre sanguin. Donc, assurez-vous que si, par exemple, vous achetez du pain, c'est du pain à farine de blé entier intégral avec beaucoup de fibres là-dedans pour mieux contrôler vos sucres sanguins. L'anémie et les carences en fer. Donc, l'anémie est liée à une carence nutritionnelle peut être causée par un manque de fer, vitamine B12 ou même B9. L'anémie, c'est quoi? C'est quand les hémoglobines sont moins que 120 pour les femmes et moins que 130 pour les hommes. La carence en fer, c'est quand la ferritine est moins que 30 en général. Ça peut être aussi considéré quand c'est moins que 50. Pourquoi est-ce que je parle de l'anémie? Parce que souvent, après une chirurgie, dépendamment de la procédure, vous pouvez perdre du sang et ça peut diminuer les hémoglobines. Donc, ça peut même descendre à 70 et ça va lentement commencer à augmenter. Alors, assurez-vous avant la chirurgie que vous ne faites pas d'anémie sévère ou vous n'avez pas trop de carence en fer pour que vous pourrez rétablir plus facilement après. Alors, discutez avec votre médecin votre profil. Les traitements possibles, c'est d'augmenter vos apports en fer avec la nourriture, prendre un supplément, recevoir du fer par voie intraveineuse aussi, dépendamment de la sévérité. Pour le poids, devrais-je essayer de perdre du poids? Alors, le poids, perdre du poids a ses avantages. Il peut aider à mieux contrôler la glycémie, le sucre, la pression artérielle, le cholestérol dans le sang, faciliter les mouvements dépendamment de la sévérité du gain du poids aussi. Par contre, je préfère que vous ayez un peu plus de surplus de poids avant votre chirurgie au lieu d'avoir un poids qui est trop bas, parce que la perte de masse musculaire avant la chirurgie peut avoir peut être liée à des complications. Aussi, des fois, ça dépend de la chirurgie. Alors, si vous êtes dans l'hôpital pour plus de temps, vous ne bougez pas beaucoup, la masse musculaire peut diminuer. Il y a aussi des risques associés à la reprise de poids. Donc, si rapidement vous perdez le poids, vous pouvez regagner le poids rapidement. Et le cycle de perte et de reprise de poids augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Alors, en général, je ne recommande pas qu'on perd beaucoup de poids ou on le met en focus avant une chirurgie parce que non seulement c'est pour la masse musculaire, mais aussi on ne veut pas de carence en vitamines et minéraux. Alors, si on mange moins, des fois, on va pas manger assez de vitamines et de minéraux. Et encore, on a parlé que les vitamines et minéraux sont très importantes pour la guérison des plaies, etc. Alors, en général, je préfère que vous ayez plus de poids que moins de poids avant. Parce qu'après une chirurgie, je vois souvent que des gens perdent du poids. Ça peut être 10 kg, 20 livres à peu près que les gens vont perdre. C'est pas tout le monde, mais ça arrive. Des fois, on n'a pas d'appétit, on bouge pas beaucoup. Alors, je préfère encore une fois que le poids soit un peu plus haut que bas avant.
Préparation pour le jour de la chirurgie. Qu'est-ce qui est recommandé? Donc, selon les lignes directrices, vous pouvez manger jusqu'à 8 heures avant. Donc, arrêtez tous les aliments gras et la viande, tous les aliments qui sont, privilégiez les repas légers 8 heures avant votre chirurgie. 6 heures avant, vous voulez arrêter tous les aliments solides. Seuls les liquides clairs sont permis. 2 heures avant, vous voulez faire un jeûne complet, donc rien n'est permis en général. Mais vraiment, ça dépend des directives de l'hôpital et des recommandations du médecin. Donc, ça se peut que vous arrêtez de manger 12 heures à 24 heures avant la chirurgie. Donc, c'est pas 24 heures, c'est pas très recommandé, mais ça dépend vraiment de l'hôpital, ça dépend de l'équipe. Alors, vous allez pouvoir parler à des infirmières et avoir plus d'informations avant. En général, aussi selon les recommandations, vous pouvez manger normalement quelques heures après votre chirurgie. Par contre, vous pouvez vous attendre à, des fois les hôpitaux vont commencer avec des repas qui sont liquides et graduellement vont vous donner des solides. Techniquement, vous pouvez manger des solides directement si vous les tolérez, mais vraiment, ça dépend de l'hôpital, des procédures qu'ils font et aussi de votre chirurgie, comment ça s'est passé, si vous avez eu des complications, etc. Vous pouvez aussi vous attendre à quelques semaines jusqu'à quelques mois, une perte d'appétit, altération du goût, problèmes digestifs, donc nausées, vomissements, constipation. Vous allez être sur des nouveaux médicaments, donc qui peuvent causer des constipations. La perte de poids, supplémentation en fer, le gain de poids aussi. On peut s'attendre à toutes sortes d'effets secondaires. Ça ne veut pas dire que ça s'applique à tout le monde, mais quand même, c'est quelque chose qu'on voit souvent après. Donc, résumer les objectifs, assurer un apport de protéines adéquat, maintenir une glycémie équilibrée, viser une alimentation équilibrée et qui est bien pour le cœur, éviter l'alcool. Donc, une petite liste de vérifications nutritionnelles à faire avant. Le premier point, c'est je consomme suffisamment de protéines, généralement autour de 1,5 g de kilogramme par jour. Encore une fois, parlez à votre diététiste, à votre médecin si vous avez des contre-indications pour une diète haute en protéines. Deuxièmement, vous suivez une alimentation saine pour le cœur, riche en fibres et en gras insaturés, faible en gras saturés et en sodium. Troisièmement, si je consomme de l'alcool, je vais essayer de réduire ma consommation à 0 le plus tôt possible avant. Je vais revoir les éléments suivants. Donc, si j'ai le diabète, est-ce que je gère bien ma glycémie? Si j'ai une carence en fer ou en vitamine B12, est-ce que je prends les mesures nécessaires? Si vous n'êtes pas certain que ces deux questions s'appliquent à vous, demandez à votre médecin de faire les tests sanguins nécessaires pour le diabète, pour l'anémie, etc. En général, l'équipe à l'hôpital vont le faire, mais c'est bien de vous assurer de prendre un avance avec. J'informe l'équipe soignante que je prends les produits naturels ou suppléments suivants. Donc, ils ont accès aux médicaments dans le TSQ. Ils n'ont pas nécessairement accès aux suppléments que vous prenez. Donc, assurez-vous de leur dire ce que vous prenez. Donc, vous pouvez toujours parler à une diététiste. Essayez d'être référé par votre médecin de famille si vous avez accès. Et s'il y a quelques guides en nutrition, santé cardiaque, des vidéos, des livres de recettes aussi. Alors, c'est ça le résumé en général pour la nutrition avant une chirurgie cardiaque. Merci beaucoup.